L'Instant Mag de Magali Barthès. Quelle répartie face aux propos anti-sionistes. Les éléments de langage, vous pourrez les trouver dans Au secours, je suis sioniste, l'excellent livre de Timothée Laribout, plus connu sous le nom de Pug. Ce protestant passionné d'histoire donnait le 19 février à l'école Yavneh une conférence animée par Sandrine Alphonse-Roussy et Laurent Cohen en partenariat avec le KKL et Candle for Israel. Lorsque l'on parle de la situation au Proche-Orient, les mots ont un sens, comme le rappelle le conférencier. Le royaume de Juda prend fin en 587 ou 586 suivant les datations. Ce sont donc les Babyloniens qui rasent Jérusalem. Globalement, sur à peu près 7 décennies après, les Juifs reviennent. C'est pendant qu'ils sont à Babylone qu'on commence à les appeler Juifs. Et que veut dire Juif ? Je vais voir le Centre national de ressources textuelles et linguistiques, ou lexicales. Et là, on me dit, juif, c'est un mot de vieux français qui vient du latin, qui veut dire judéen. Donc je suis partisan aujourd'hui qu'on arrête de dire juif et qu'on dise judéen. Ça remettrait beaucoup de choses à plat. Pour Pug, l'antisémitisme qui s'est traduit pendant des siècles et qui s'illustre aujourd'hui par l'antisionisme trouve ses origines dans l'Empire romain. L'antisémitisme de l'Église catholique est pour moi un antisémitisme des soldats romains qui en avaient marre de se faire humilier et qui ont développé simplement la haine des Juifs qui nous ridiculisent, pas à chaque bataille, mais qui sont très durs. Après 3 bonnes révoltes, la révolte du Kitos, qui est systématiquement oubliée dans l'histoire entre les Juifs et les Romains, c'est-à-dire qu'au moment où l'Empire romain est à son apogée, au moment où Trajan enfin arrive à battre l'Empire parthe, vous avez tous les Juifs de l'Empire qui se révoltent. Et Trajan est obligé en fait d'abandonner ses conquêtes en Parthe. Il y a encore une révolte, 132-135, la révolte de Bar Orba. Là, les Romains ils se disent donc maintenant c'est nous qui allons les humilier. Jérusalem est renommée Aelia Capitolina. La Judée, Provincia Iudea, n'existe plus. Elle est englobée dans une grande province qui s'appelle Provincia Palestina. Parce que c'est comme ça en fait que les Grecs et les Romains appellent cette bande de terre. Parmi les dates charnières de l'histoire de la terre d'Israël, la fin de la Première Guerre mondiale avec le démantèlement de l'Empire ottoman. Là, vous avez le tracé actuel avec la ligne d'armistice de 1949. C'est l'État d'Israël tel qu'il est connu par tout le monde et accepté par la plupart des pays. Ce qu'ils appellent là West Bank, depuis 1917, il n'y a pas de souveraineté. Je suis un jour tombé sur un article de France Info qui dit « Israël se sert d'une vieille loi ottomane pour exproprier les Palestiniens ». Donc j'ai cherché. Et c'est là que j'ai trouvé que, en fait, non, Israël ne se sert pas d'une vieille loi ottomane. Il n'y a pas de souveraineté sur ce qu'ils appellent la Cisjordanie. On ne peut pas appliquer les lois israéliennes. On ne peut pas appliquer le droit britannique. Ce n'était pas souveraineté britannique. Donc quel droit on applique ? Notamment, par exemple, pour le foncier. On applique le droit ottoman, encore aujourd'hui. Et le droit ottoman, soit dit en passant, c'est un droit féodal qui dit « toutes les terres agricoles qui ne sont pas cultivées pendant 5 ans reviennent au suzerain ». Qui est le suzerain en Cisjordanie ? Selon la tradition féodale, c'est celui qui détient les armes. C'est Tsahal. Pug est bien évidemment revenu sur la concrétisation du projet sioniste qui s'est illustré par la création de l'État d'Israël le 14 mai 1948, l'occasion pour lui de déconstruire certaines idées préconçues. Le drapeau palestinien, en fait, il a été utilisé par à peu près tous les nationalistes arabes du secteur. Au départ, le drapeau palestinien, c'est le drapeau de la grande révolte arabe. C'est Mark Sykes, les accords Sykes-Picot. C'est lui qui le dessine et qui le donne à la grande révolte arabe, la famille hachémite, dans le Hedjaz, Médine, la Mecque. Vous pouvez aller regarder, la photo est même sur Wikipédia. Le royaume du Hedjaz, jusqu'en 1925, il a ce drapeau. L'Irak et la Jordanie, qui sont en fait donnés à des princes de la famille hachémite par les Britanniques, et bien, ils récupèrent ce même dessin, le drapeau. Et alors, vous regardez la page Wikipédia du Parti socialiste arabe, le fameux parti Baas, de Hafez el-Assad, de Bachar el-Assad, de Saddam Hussein. Vous allez avoir la grande surprise que le drapeau du parti nationaliste panarabe, le parti qui veut l'unité de tous les Arabes du Moyen-Orient, c'est ce drapeau-là. Lorsque l'Irak et la Jordanie veulent faire une union, ils prennent ce drapeau, et finalement, en 1964, l'OLP choisit ce drapeau. Dites-moi que c'est le drapeau palestinien et pas le drapeau du nationalisme arabe. Et quand apparaît le mot palestinien pour définir les personnes habitant sur ce territoire-là en 1948 ? Avant qu'Israël existe,
Il n'y a aucune revendication d'un État palestinien. La seule revendication qui existe, c'est de la Turquie au Yémen et de la Méditerranée jusqu'à l'Euphrate. On fera un pays arabe, on refait l'empire musulman, alors à la sauce nationale-socialiste arabe de Michel Aflaq, mais la Palestine comme un État tout seul, indépendant, en plein milieu, n'a jamais été une revendication. Alors comment analyser le rapport des Européens et du reste du monde à Israël ? Pour Pug, qui constate que l'on ne lit plus la Bible depuis près d'un siècle, une seule explication, l'antisémitisme. Rien d'étonnant à ce que certains citoyens et malheureusement aussi responsables politiques relaient une propagande anti-israélienne. Ceux qui lisent l'anglais, c'est un livre qui s'appelle Disinformation, du plus haut gradé des services secrets des pays de l'Est à faire défection à l'Ouest. Ion Mihai Pachepa, qui était l'un des directeurs des services de renseignement roumains, il écrit noir sur blanc dans son livre que Yasser Arafat et la cause palestinienne, c'est une piqûre de venin de la propagande soviétique pour faire tomber l'Occident. Soit dit en passant, il continue. Il y a 2 ou 3 jours, Vladimir Poutine a plus ou moins convoqué le Hamas, et pas pour les engueuler. Vous rajoutez à ça Sabra et Shatila. Ça, c'est la bascule. Que en fait, on imagine que les Juifs, après ce qu'ils ont vécu, soient capables de ça. Là, il y a eu une bascule. Le problème étant que c'est faux. C'est pas les Juifs. Certains ont dit, mais on a vu des uniformes. Vous avez vu des uniformes fournis par Tsahal sur lesquels il y avait marqué en arabe phalange chrétienne. Et si vous me demandez comment je sais ça, j'ai un témoignage de première main. Le frère aîné de mon beau-frère, il était volontaire à la Croix-Rouge, il était à Sabra et Shatila. Il a aidé à ramasser des corps. Et lui m'a dit, ne te laisse jamais avoir. Les Israéliens ont essayé d'arrêter quand ils ont compris ce qui se passait. Et alors qu'Israël est régulièrement invectivé au sujet du droit international, quelle est l'analyse de Pug ? On m'a dit, ouais, mais ils ne respectent pas les résolutions de l'ONU. Donc là aussi, j'ai fait l'idiot, je suis allé voir. Est-ce que les résolutions de l'ONU sont contraignantes ? En fait, il y en a très très peu qui sont contraignantes. Les seules qui sont contraignantes, là aussi, j'invente rien. Vous allez sur le site de l'ONU, c'est écrit noir sur blanc. Les seules résolutions de l'ONU qui sont contraignantes, ce sont celles qui sont prises par le Conseil de sécurité des Nations Unies en cas de, et vous allez comprendre pourquoi ils sont tous en train de gueuler à l'apartheid, au génocide et ainsi de suite, en cas de crime contre l'humanité ou de crime de guerre. C'est pour ça qu'on a pu faire des résolutions contraignantes contre la Serbie. On a essayé contre l'Irak, ça n'a pas forcément bien marché en 2003. Mais toute la ribambelle de résolutions, de votes à main levée de l'Assemblée générale des Nations Unies, ce n'est pas du droit international. Donc Israël ne contrevient à rien. Cette conférence a suscité un grand intérêt du côté du public, à l'image de Rémi. J'ai trouvé très intéressant ce que nous a exposé le conférencier. Très intéressant, sachant que ce sont des notions que finalement peu de juifs savent. C'est-à-dire que c'est une action de formation pour les juifs eux-mêmes. Et je pense qu'il est important que les juifs s'approprient toutes ces notions pour pouvoir aller diffuser à l'extérieur ce qui est exactement les caractéristiques du judaïsme. Le problème, c'est que beaucoup de juifs manquent d'arguments, manquent de cohérence quelquefois, de conviction pour aller porter ces renseignements auprès de nos frères chrétiens, de nos frères musulmans, pourquoi pas. Et c'est là où on se rend compte que des fois on se débat pour essayer de faire comprendre quelque chose et malheureusement ça n'est pas perçu comme ça devrait l'être. Pour illustrer cette ode au sionisme, Pug s'en réfère à sa culture biblique, en évoquant le premier sioniste, un grand-père assistant sans défense à la destruction du second temple de Jérusalem et qui promet à son petit-fils de revenir. C'est cela, le sionisme.